La musique pour moi, c'est Pour moi, la musique, c'est... Je sais pas, moi c'est... avant tout de l'art. La musique, c'est du business. Ça fait partie de notre personnalité. Pour moi la musique c'est un truc qui se vit, c'est quelque chose qui se partage quoi. C'est pas très important. De temps en temps, j'allume la radio et ça fait un bruit de fond, quoi. Pour moi, quand j'écoute la radio, c'est vraiment tout le temps la même chose, c'est vraiment du bourrage de crâne, quoi. Le problème pour moi, c'est que la musique, aujourd'hui, c'est qu'une question d'argent. C'est des industries et nous, on peut rien faire face à ça. Ouais, enfin, se contenter de dire ça, c'est peut-être un peu facile quoi. Que l'on soit accro à la musique ou pas du tout, le constat est le même. Tous les jours, nous sommes exposés à de la musique, qu'on le veuille ou non, et qu'elle nous plaise ou pas. Pour cette raison, il est intéressant de se poser quelques questions sur le rôle que nous pouvons jouer, en tant qu'auditeurs, dans notre rapport à la musique. Pour commencer à y voir plus clair, intéressons-nous à ce que l'on appelle les labels. Un label, c'est une société qui intervient à différents niveaux dans la carrière des artistes. Il aide les artistes à enregistrer leurs morceaux, concevoir et presser les albums, pour enfin les distribuer chez les disquaires et dans les magasins. Le label se charge aussi de promouvoir les artistes avec qui il collabore, de leur organiser des concerts, etc., etc. Parmi tous les labels qui existent, certains sont très puissants et très développés. Ces labels, c'est ce que l'on appelle les majors. Mais pour mieux comprendre ce que sont ces majors, un petit voyage dans le temps s'impose. Dans les années 70, des labels se sont mis à fusionner pour devenir plus compétitifs et concentrer leur savoir-faire au sein de structures plus importantes. Plus ces labels grandissent, plus ils deviennent importants et capables de brasser de grosses sommes d'argent. Ils peuvent ensuite racheter des labels moins développés, voire même des entreprises entières, ce qui va leur permettre de collaborer avec les plus grandes industries du monde entier. Ces énormes labels, ce sont les majors. Ces entreprises multinationales réunissent énormément de professionnels et investissent beaucoup d'argent dans le travail avec les artistes. Elles sont ainsi devenues des acteurs très influents de l'industrie musicale. Mais les majors sont également influentes dans plein d'autres domaines. Par exemple, l'industrie du cinéma, des jeux vidéo, des livres et encore plein d'autres exemples. Aujourd'hui, il existe 3 majors principales dont le nom vous dira sûrement quelque chose. Il s'agit d'Universal, Warner et Sony. Ces majors sont très influentes dans plein de domaines. Elles ont de très bonnes relations avec de grands médias de masse, comme des chaînes de télévision, de radio, ou encore des magazines ou des sites internet. On retrouve les morceaux produits par les majors un peu partout, que ce soit chez les disquaires, dans les supermarchés, ou encore sur les plateformes de streaming. Enfin, les majors peuvent investir des sommes colossales en publicité pour promouvoir les albums de leurs artistes. Avec de tels moyens, certains de ces artistes peuvent très vite devenir des stars. Mais il n'y a pas que des majors dans l'industrie musicale. Les artistes peuvent toujours compter sur des labels indépendants pour travailler avec eux. Nous avons rencontré Didier Gosset, expert des labels indépendants en Europe et lui-même responsable d'un micro-label. Le rôle d'un label au sein de l'industrie musicale, je pense, a énormément évolué. À une certaine époque, il était vraiment le pilier central. Très classiquement, si on prend la situation dans les années 60, pour un artiste, aller en studio était virtuellement impayable. S'occuper d'une distribution, d'une promotion était totalement impossible. On était vraiment dans une situation où si on voulait sortir un disque, on devait se faire signer par un label, une maison de disques qui était à même de mettre de l'argent sur la table, un savoir-faire et s'occuper de lancer un artiste. À l'heure actuelle, un label se diversifie. On est très loin de l'idée de base du travail d'un label tel qu'on l'avait dans les années 60 ou même début des années 70. À l'heure actuelle, un label va commencer à se mêler d'édition, de merchandising, de distribution, etc. pour être à même en fait, de générer divers flux d'argent qui lui permettront de rentabiliser son investissement. Donc le rôle du label, en fait, j'ai envie de dire, varie d'un label à l'autre. Ça peut aller de pas grand-chose à l'heure actuelle à finalement un service quasiment complet, si ce n'est de produire la musique qui reste évidemment le travail de base de l'artiste. Aujourd'hui, l'industrie musicale est en pleine mutation. Depuis les années 90, le monde a connu plusieurs avancées technologiques qui ont bouleversé notre rapport à la musique. De plus en plus de personnes possèdent un ordinateur et il est de plus en plus facile de se connecter à Internet.
Avec l'apparition du format MP3, les morceaux peuvent désormais s'échanger à travers le monde via le net, notamment grâce à un logiciel de peer-to-peer appelé Napster. Cette nouvelle façon d'accéder à la musique a complètement changé nos habitudes de consommation musicale et y sera pour beaucoup dans ce que l'on appellera ensuite la crise du disque. Kevin Dechain, journaliste musical, nous en apprend plus sur cette crise et ses conséquences. La crise du disque telle qu'on la connaît aujourd'hui a débuté avec Napster, qui est arrivé fin des années 90, qui était vraiment le premier logiciel qui a vraiment facilité cet échange de MP3 de manière gratuite sur Internet. Et donc je crois que c'est vraiment de là que ça a découlé, que les ventes ont commencé à chuter, que les gens se sont désintéressés au format physique petit à petit parce que le côté numérique avait ce côté facile, tu veux une chanson, tu cliques et tu l'as. On échange facilement des fichiers sur Internet de manière illégale, mais d'un autre côté, les artistes, donc souvent les plus petits artistes, sont capables d'échanger et de partager leur musique de manière super simple avec leur public. Maintenant, on peut faire un petit disque chez soi, on peut le lendemain le publier sur Internet, le mettre sur MySpace par exemple. Je sais que aujourd'hui ça doit plus parler énormément MySpace, mais ça a été un des premiers sites à vraiment ouvrir et faciliter cette communication entre artistes et public, quoi. Et donc clairement, il y a une barrière qui est la barrière de je dois passer par une maison de disques pour atteindre un public qui a été vraiment qui a été sauté, quoi. Aujourd'hui, produire et diffuser des morceaux est à la portée de tous. Par conséquent, il existe une énorme quantité de musique à disposition, gratuitement, partout et tout le temps. Il faut donc arriver à trier toute cette musique pour s'y retrouver. Voilà pourquoi certains labels se spécialisent dans des genres musicaux pour toucher des publics très précis. Si on aime un artiste d'un label en particulier, il y a beaucoup de chances qu'on aime les autres artistes de ce label, non ? Les labels permettent donc aux artistes de se développer et de trouver une audience à leur musique. Ce phénomène de tri et de spécialisation porte un nom. C'est ce qu'on appelle les niches musicales. Samir Baris, musicien, nous donne son avis sur ce phénomène. C'est quelque chose de très important et en même temps très difficile de trouver son public. Ça me semble toujours un peu bizarre. Enfin, c'est un discours que le monde de la musique a beaucoup. Il faut trouver son public. Mais en même temps, je me vois mal me dire, bon, à qui je vais m'adresser? Quel va être mon public? Je pense que la plupart du temps, c'est pas comme ça que les choses se passent. On a envie de faire quelque chose. Et je pense que plus ce qu'on fait est singulier et personnel, plus on a de chances de trouver son public. Peut-être qu'il sera restreint et que ce sera une niche, justement, ce qu'on appelle une niche, c'est-à-dire un public très très ciblé, des gens qui ont tel type de goût. Mais on a plus de chances de le trouver que si on a envie de faire quelque chose je pense, de plus grand public possible. Parce qu'en fait, quand on fait quelque chose de très large public, le problème c'est qu'on se retrouve en concurrence avec toute une série de gens qui ont la même ambition, c'est-à-dire d'avoir un plus gros succès. Et en même temps, on risque de faire quelque chose de moins personnel et donc qui se dilue un peu, qui passe relativement inaperçu dans la masse des choses proposées. Malgré toutes les possibilités qu'ont les artistes pour se développer, passer en radio ou en télé reste très difficile. D'ailleurs, pourquoi a-t-on parfois l'impression, quand on écoute la radio, que ce sont les mêmes artistes qui sont diffusés à longueur de journée ? Pour tenter d'y répondre, nous avons rencontré Jacques de Pierrepont, alias Pompon, présentateur radio depuis plus de 40 ans. La radio, c'est comme le business musical en général. Depuis qu'Internet est là, ça a bouleversé toutes les règles en quelques années. On va dire au tournant de l'an 2000, souvent on se dit, oui, bon, ben voilà, il y a une place pour l'Internet et puis le reste ne va pas bouger. Et je pense qu'on s'est rendu compte très vite qu'en fait, ça bouleversait toutes les donnes. Il y a une sorte d'angoisse permanente dans les radios qui confine à une obsession, c'est de ne pas perdre l'auditeur. Donc, lui proposer ce qu'il connaît déjà, parce que, paraît-il, c'est rassurant. Et donc, les jeunes qui disent qu'ils ont l'impression d'entendre la même soupe partout, qu'elle soit bonne ou pas, ça c'est encore une autre question, effectivement, oui. On passe de fun à énergie, de énergie à contact, etc. On a toujours l'impression d'avoir les mêmes propositions. Alors maintenant, il y a beaucoup moins de découvertes,
justement par cette mise en concurrence des radios. C'est ça qui est paradoxal, alors qu'il y avait le slogan de France Inter, c'est écouter la différence, mais maintenant c'est écouter la ressemblance. Bon, c'est ça le mot d'ordre. Tout le monde essaie d'être sur la même niche musicale la plus commerciale possible pour avoir de l'audience, pour avoir de la pub, etc. etc. Du coup, les émissions découvertes passent à la trappe. Sur les radios privées, c'est clair et net. Tout de suite, ça, il n'y a pas photo. Et même dans les radios de service public, c'est moins évident qu'avant. Il n'y a plus vraiment de place, il n'y a plus de place du tout pour tout ce qui est un peu alternatif. Ça, voilà, et c'est dommage parce que les grands de demain sont ceux qu'on découvre aujourd'hui. Malgré les avancées technologiques qui ont permis aux indépendants de se professionnaliser, les grands médias continuent de collaborer énormément avec les majors. Pour qu'une radio puisse exister, elle a besoin d'argent. Cet argent, elle le gagne en diffusant de la publicité entre ses émissions ou les morceaux qu'elle diffuse. Plus la radio a une audience importante, plus les publicités qu'elle diffuse pourront lui rapporter de l'argent. Comme nous l'avons vu, les artistes signés chez les majors bénéficient d'une grande promotion et sont généralement connus. Les majors sont devenus expertes pour produire des hits ou des singles qui deviennent de très grands succès populaires. En concentrant leur programmation sur ces hits, les radios peuvent garder une audience importante tout au long de la journée et donc gagner plus d'argent grâce à la pub. Pour se donner une idée, si on prend le top 100 des morceaux les plus écoutés en radio en Europe, on estime que seulement 5% des titres proviennent d'artistes indépendants. Les plus petits artistes doivent donc arriver à se faire connaître sans trop compter sur la radio. Il suffit de savoir où chercher. Je pense que la valeur de l'exemple peut être importante. Et là maintenant, en radio, on ne donne pas le bon exemple, puisque la plupart des radios proposent des trucs hyper formatés, tout le temps la même chose. S'il y avait plus d'émissions de découverte, elles finiraient par fonctionner si elles sont bien faites, parce que moi je reste convaincu qu'il y a moyen de proposer de la production radiophonique résolument non commerciale, je l'ai assez fait, mais qui marche. À partir du moment où l'offre est beaucoup plus diversifiée, mais le public s'habitue justement à cette diversité et donc va se mettre lui aussi en quête de sa propre diversité beaucoup plus facilement. Ici, il n'y a pas 36 choix. Soit on bouffe la soupe que tout le monde bouffe, soit on décide de ne plus manger de soupe. Et on se met radicalement sur le côté. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on croit d'ailleurs qui se mettent sur le côté. Simplement, ils ne sont pas comptabilisés, c'est tout. Mais je pense que c'est beaucoup plus qu'une petite minorité. Tous les gens qui décident d'aller voir ailleurs. Et là, Internet peut être un outil, en tout cas potentiellement magique. Je comprends qu'il y ait des gens qui écoutent la radio et voilà, c'est bon. Finalement, ils n'ont pas d'intérêt plus particulier que ça dans la musique. À la différence près que la musique, c'est un truc qui est partout. Donc c'est une forme artistique qui est assez particulière parce que c'est vraiment celle qui est la plus communément partagée. Je veux dire, on peut pas passer une journée sans écouter de la musique. En tant que citoyen, en tant qu'acteur dans la société, on doit s'intéresser à la culture et y prendre part. Je crois que c'est pas le cas de tout le monde, mais je crois que ça reste important de s'impliquer et d'être actif dans sa recherche, de ne pas simplement subir ce qu'on nous offre, mais de partir à la recherche, d'explorer, quoi, simplement. Un auditeur actif, c'est quelqu'un qui va pousser la curiosité, qui va parfois oser écouter des choses qui, sur papier, ne sont pas nécessairement censées le brancher. C'est en fait quelqu'un qui décide réellement ce qu'il a envie d'écouter et ne laisse pas ses goûts musicaux se faire façonner par une major, une agence de promotion ou une radio en particulier. Comment sortir les gens, on va dire, du blockbuster? C'est vrai que là, quand même, le succès attire le succès. En BD, Blake et Mortimer, Largo Winch, 13, Astérix, c'est toujours les mêmes gros camions avec les mêmes BD dedans qui vont vers les mêmes supermarchés. Au cinéma, c'est la même chose. Et en musique, c'est pareil, quoi. Alors, comment devenir critique, déjà? Comment devenir plus exigeant dans ce qu'on se voit proposer? Et surtout,
comment à un certain moment attraper le virus qui consiste à vouloir aller chercher soi-même une meilleure gamme culturelle.